travers leurs deux exposés. La parole est à vous. Alors, ce qui est toujours intéressant quand vous prenez le micro, c'est de juste dire votre nom et voilà, vous présenter un peu. Chez les Badjao, Est-ce que vous pouvez nous dire si un jour vous avez eu très peur pour votre vie? Est-ce qu'il y a une expérience que vous avez vécue où vous avez senti que votre vie pouvait passer ailleurs? Oui. Et je voudrais, je pense, donner peut-être 2 exemples précis. L'un, c'est effectivement une sœur, un jour, s'est sentie prise au piège quelque part. Elle se trouvait dans le quartier Badjao et le problème, c'est que c'était coincé avec la mer derrière et là où elle devait sortir du quartier, c'était un petit peu bloqué par les trafiquants de drogue. Donc là, ce ne sont pas directement les Badjao, même si les Badjao ont bien sûr des raisons, des implications avec ce trafic, mais nous n'avons jamais été menacés par les Badjao. Mais là, les trafiquants de drogue et les consommateurs de drogue sont parfois un petit peu impressionnants. Donc, elle a à ce moment-là appelé, une voiture est venue la chercher, mais il fallait qu'elle trouve un chemin pour sortir. Vous savez, comme tous les bidonvilles, il n'y a pas d'accès en voiture, donc il faut trouver un chemin pour sortir jusqu'à être dégagée. Mais bon, elle s'en est sortie. Le deuxième moment était une peur rétrospective. Imaginez un peu une réunion avec des parents Badjao, cette fois. La réunion se déroule tout à fait normalement. Et tout d'un coup, ils sortent, mais alors, en toute innocence, que tel papa, ah oui, mais il est dans le groupe Abou Saïf. Le groupe Abou Saïf, c'est un groupe terroriste très, très, très actif, voilà, dans la région. Et là, tout d'un coup, je pense qu'il y a dû y avoir un silence terrible. On a senti un peu comme une sueur froide qui nous coulait dans le dos. On s'est dit, donc, le papa, il est dedans, donc on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, et ce papa connaissait tout, parce qu'il avait des enfants à l'école. Alors après, ils ont un peu ri entre eux. Ils ont dit, oui, non, mais il a déposé les armes, ça va. Ça fait réfléchir, hein. Moi, jamais je m'étais sentie aussi proche, quand même, de ce milieu. Voilà. C'est un petit peu ça, rien de plus. Rien de plus. D'une façon générale, pour continuer un tout petit peu, nous nous sentons très protégés. Très protégés, d'abord par les Badjao, bien sûr, mais même par le chef de quartier, qui est pourtant un Maranao, qui a priori, voilà, les relations avec les Badjao ne sont pas faciles. Au début, ça allait bien, et puis maintenant que les Badjao vont à l'école, ils voient ça un peu moins bien. Mais il nous a toujours dit, tant que je serai là, vous pouvez venir tranquillement. Je veille à votre sécurité. Hein. C'est fragile comme parole, hein. C'est très, très fragile comme parole, mais tout de même. Et puis nos voisins, et puis nous sommes relativement connus, voilà. On se sent en paix. L'évêque aussi nous donne toujours des informations. Il nous dit, si vous voulez déplacer, demandez-moi avant, parce que lui est au courant des mouvements un peu dangereux qui se passent dans la zone. Hein. Voilà. Donc. Oui, moi c'est Pierre Loubier. Je voudrais savoir si votre mission au Bosquet continue, parce que j'ai connu d'assez près une fille qui a fait 2 ans, je crois, au Bosquet en 92 ou 94, par là. Voilà.
Lobier. La mission continue aujourd'hui. Il y a des spirituels qui sont là et qui continuent la mission au Bosquet. Je continue avec Honorine et donc avec le Bosquet. Et c'était dans le sens que depuis que Marie-Albéric avait commencé, avec son rêve qu'elle a transmis et toutes ces rencontres et relations, jusqu'à aujourd'hui, la société a évolué. Et quand j'ai vu la photo du chemin à la rencontre, j'ai dit, ce n'est pas la forêt que Marie-Albéric avait connue, le Mungulu. Il avait beaucoup plus de grands arbres, c'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, il y a aussi ce souci de tous ces grumiers qui enlèvent tous les arbres gros de la forêt, qui amènent tout ça ailleurs. Et avec les grumiers, il y a eu l'alcool, il y a l'argent. C'est cette évolution de la population. Les Serveurs rencontrent un peuple nomade, mais en se sédentarisant, il y a de nouveaux défis. Défis qui viennent avec les grandes industries et tout ça. Alors, comment les Serfs font face aussi à ça, à ces défis aujourd'hui? Il y a l'alcool, il y a aussi cette déforestation massive. Et comme tu as dit hein, qu'il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de forêt, il n'y a pas d'éléphants, il n'y a pas... Voilà. Merci beaucoup pour les deux exposés. Oui, c'est que ce Marie-Josée vient de parler. La forêt est détruite, ça c'est l'exploitation forestière avec des grandes sociétés et qui ne respectent même pas le contrat parce que le contrat serait pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Les entreprises qui exploitent la forêt devaient construire les routes et les écoles pour les populations riveraines. Malheureusement, c'est des contrats qui ne sont pas respectés. Les gens, ils exploitent, ils signent un contrat d'une année et ils exploitent la forêt en 6 mois. Ils partent avant la fin de leur contrat et ne respectent pas la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc la société Baka, pas seulement, parce qu'il y a aussi les Bantous. La forêt donnait beaucoup à manger. Je parle de la mangue sauvage dont on mange le fruit et la graine pour la sauce, le moabi qui produit de l'huile, l'igname qu'on récolte, beaucoup de choses, des animaux. C'est une autre vie qui est là pour les Baka et pour les villageois, particulièrement les Baka qui n'ont pas adopté encore l'agriculture parce que c'est pas leur truc, ils ont été encouragés mais ils ne sont pas encore appropriés. Donc ça reste un problème. Le problème de l'argent reste aussi parce que la forêt est à eux. Maintenant, ils savent qu'ils sont propriétaires. Quand quelqu'un vient pour couper les arbres, eh bien, ils vont aller manifester, mais la personne leur donnera une petite enveloppe qui ne vaut pas grand-chose. Ils vont se contenter de ça pour boire un peu d'alcool en une journée et c'est fini. Donc les problèmes restent. Et la vie au bord de la route aussi, c'est pas facile parce que c'est pas leur vie habituelle. Donc les problèmes restent. Il y a des nouveaux défis pour la mission. Et un autre défi reste aussi toute la ressource, la ressource humaine par rapport à la mission, par rapport à qui on confie la mission. Est-ce qu'elles sont suffisamment outillées pour faire face à tous ces défis que présente la mission aujourd'hui? Donc c'est un débat qui est large. Merci. Moi, c'est Sœur Anna. Je prends la parole pour remercier nos deux sœurs. Vraiment, votre exposé me touche beaucoup parce que j'ai vécu un peu dans cette partie du Cameroun, l'Est avec les Pygmées. Ce que nous disons maintenant de la problématique
qui se pose pour les pygmées, ce n'est pas seulement en Centrafrique. Moi, je suis au Cameroun. Je suis centrafricaine et je suis du sud de la République centrafricaine où c'est la forêt. Et nous avons aussi les pygmées de ce côté-là. Et le problème se pose non seulement les chefs pygmées qui reçoivent de l'argent et qui se laissent faire pour détruire la forêt, mais le problème se pose aussi du côté des chefs des villages bantous, qui sont aussi corrompus par le gouvernement, qui viennent leur donner de l'argent et ils laissent couper tous les arbres de la forêt. Et le problème se pose parce que nous vivons des chenilles. Et j'apprends que maintenant, même chez moi, les chenilles commencent à manquer. Parce qu'on détruit maintenant tous les arbres de la forêt. Donc le problème ne se pose pas seulement au niveau des chefs pygmées, mais au niveau des chefs bantous. Et c'est un problème qui se pose et on ne sait pas comment faire. Parce que de plus en plus, la famine vient parce qu'on détruit tout, il n'y a plus de chasse, tous les animaux, on ne les retrouve plus, ils ont fui ailleurs, il n'y a plus de chenilles, il n'y a plus de... je ne sais pas. Et ça pose un vrai problème. Donc cette matinée, c'est vraiment pour aborder aussi la notion de fidélité au charisme. Et j'ai envie d'un petit peu de revenir sur vos deux exposés, en particulier celui de Sœur Honorine, où se dégage quand même une manière d'approche, une manière d'approcher les populations, une manière d'être spirituelle. Ce serait intéressant pour nous que vous nous en parliez, parce qu'on a bien senti dans vos exposés qu'il y avait toute une manière d'entrer en relation et de rencontrer ces populations. On a bien vu avec le Père Jean-Paul Casse qui nous a bien expliqué, bien donné des éclairages en tout cas sur le fait culturel, l'interculturalité, qui n'est pas tout à fait la même chose que la rencontre qui est plutôt de l'ordre de la grâce. Et j'ai bien le sentiment qu'à travers ce que vous nous présentez, vous avez été attentifs, nos sœurs ont été attentives à la culture, mais il y a eu aussi beaucoup de rencontres. Est-ce qu'on pourrait arriver, à travers vos témoignages, à dégager cette manière d'être spirituelle qui peut nous rejoindre tous pour être missionnaires aujourd'hui? C'est toujours un peu ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Par exemple, la figure de Marie Albéric, ou à travers aussi l'évêque qui a mené un petit peu, qui nous a guidés dans la mission. Voilà, comme ça on peut continuer à réfléchir là-dessus. Merci beaucoup, Sandra. Je pense, on va commencer par dire qu'on ne va pas, on va pas en mission avec un projet dans le sac. Parce qu'on a fait une grande école, ou bien on a vu ailleurs un projet, et on se dit, si on m'envoie en mission, moi je ferai ceci. On va en mission, c'est tout, et on rencontre. Et dans l'histoire de Marie Albéric, elle a senti envie d'être plus proche des pauvres, même déjà, quand on dit proche des pauvres. Mais elle est partie plus loin. Elle est partie à Messok. Elle est même partie au départ, pas pour être avec les pygmées. Elle est partie à Messok. C'est un village bantou, même s'il y a les pygmées au bord. Mais sauf qu'arrivée là-bas, elle a vu autre chose qui l'a interpellée. Et ce que nous admirons chez Marie Albéric, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne l'a pas fait seule. Elle n'a pas dit je suis dynamique, je peux me débrouiller, vous pouvez faire ceci. Non. Elle a mobilisé toutes les forces. D'abord sa congrégation, parce que pour qu'on fasse un projet missionnaire, il faut que notre congrégation nous donne la permission. Ça veut dire qu'on porte l'idée, qu'on soumet au conseil général qui a pour mission, à la super générale, lui dit voici ce que je pense. Et c'est Paul, quand je lui ai parlé, elle m'a dit, elle avait la super générale qui l'a envoyé. Vous êtes au Cameroun, lui avait donné plein pouvoir. C'est ce que Paul m'a dit. J'avais plein pouvoir, elle avait plein pouvoir de prendre les décisions pendant cette visite-là.
Et quand Maria Abeli lui a parlé, même si elle avait plein pouvoir, elle a quand même appelé notre conseillère qui était au Congo pour qu'elle soit déjà deux, toujours avec la principale sur place, et voir si c'était quelque chose qui était faisable. Et il y avait Monseigneur Lambert, évêque des lieux, qui acceptait ce projet. Il y a une dynamique qui se crée. Une autre dynamique, c'est qu'au moment où Maria Abeli veut faire un village pygmée, elle parle à l'autorité locale qui est le maire de Lomé. Si elle n'avait pas fait, il n'y aurait pas les 16 km de forêt actuelle. Elle aurait trouvé une portion de terre et fait quelque chose. Mais le fait d'avoir parlé à l'autorité, elle a pu récupérer ces 16 km qui sont aujourd'hui une forêt communautaire. Maria Abeli est morte de façon très prématurée, mais la mission peut continuer. Parce que si c'est notre mission, ça veut dire que si on n'est plus là, la mission tombe. Mais si c'est une mission commune qui est celle de la congrégation, qu'on soit là ou pas, la mission continue. Ce qu'on peut aussi sentir, c'est que quand on est en communauté ou bien en groupe, si on sent une idée missionnaire, si on se sent allumé par une idée, il faut mieux aussi l'exprimer, qu'elle soit accueillie ou pas, mais qu'on prenne aussi le courage d'exprimer ce que nous portons au fond de nous. Et là, Maria Abeli, elle l'a fait. Et les sœurs qui sont allées au bosquet ont collaboré. J'ai bien dit, elles ont respecté même la médecine pygmée, mais elles faisaient attention pour que le danger n'arrive pas. Par exemple, le cordon ombilical, il fallait bien faire un pansement pour qu'elle soit sûre et tout. Et il y a un fait que j'ai vécu, pendant que j'étais là, il y a eu l'initiation. Et à cette initiation-là, il y avait 40 élèves de l'école. Sœur Marianne m'a dit, Honorine, tu vas fermer l'école pendant toute la période de l'initiation. Ah non, ma soeur, non, les enfants vont perdre. Elle me dit, non, Honorine, tu vois, il faut que tu permettes à ceux qui partent de ne pas perdre les cours et que toi aussi tu assistes aux événements. Voilà. J'ai collaboré. La veille de l'initiation, quelqu'un vient avec une feuille de forêt. Et il dit à Marianne, c'est une lettre. Et puis elle lui donne le contenu de la lettre. Et moi, à côté, j'ai dit, ça, c'est pas une lettre, c'est une feuille. Et ça, Marianne, très sérieuse, prend la lettre et on lui traduit, on lui dit que Djengi, dans l'esprit de la forêt, a besoin que vous lui donnez du riz pour les enfants dans la forêt et de l'huile. Et elle me dit, tu vas préparer telle quantité et tu fais comme ça. Et elle et moi, on porte pour aller remettre à Djengi. Mais elle est sérieuse, elle ne joue pas avec moi, je suis là, je ris un peu derrière, elle dit, je ne vends pas une lettre. Et quand l'initiation a eu lieu, il y a des rites qu'on fait avant d'aller dans la forêt, qu'on a fait les garçons, les mettre sur des bois. Et elle a tenu, elle dit, nous allons suivre. On a suivi l'initiation jusqu'à ce que les enfants sont rentrés dans la forêt. Et on est resté avec les populations quand Edjengi a envoyé un message. Si on demandait de poser un geste, on posait tous le geste et on est resté avec eux. Et ça crée de l'amitié. Parce que elle se met au même niveau que les gens. Tous les gens du village ont participé pour cette initiation avec quelque chose. Mais la communauté aussi a participé. Pas plus que les gens, mais comme les gens. Et ça, c'est une approche missionnaire qui me semble une mission de proximité. Merci Honorine. Sœur Agnès, on sent qu'il y a des similitudes aussi, mais d'une autre manière, on vous écoute aussi. C'est l'endroit qui m'impressionne. Il y a le vous qui, bon, Oui, je pense qu'il y a l'écart du temps et puis l'écart des personnalités, l'écart des expériences. Hein. Lorsqu'on est allé en mission dans différents pays, chaque mission, chaque pays, chaque peuple nous fait un cadeau particulier. Si je dois regarder un petit peu au jour d'aujourd'hui, ce que m'a donné la rencontre avec les Badjao, c'est peut-être effectivement le fait que la mission, notre unique travail, c'est peut-être de préparer une rencontre. Mais celui qui a l'initiative de la rencontre, c'est l'Esprit Saint, ce n'est pas nous.
comment se fait-il qu'au cours de telle ou telle activité, tout d'un coup, il y a un moment de grâce qui surgit? Ça nous dépasse, hein, ça nous dépasse, et pourtant tout le monde le sent, tout le monde le sait. Que ce soit nous, que ce soit les Bajau, peut-être qu'on l'exprimerait différemment, bien sûr, mais tout le monde est conscient qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse. Maintenant, le travail de la mission, peut-être, c'est de rendre ces moments possibles. C'est uniquement ça. Alors effectivement, que ce soit au Bosquet, aux Philippines ou ailleurs, c'est le même travail de proximité, de dialogue, d'ouverture. J'ai aussi appris aux Philippines que c'est pas seulement moi qui cherchais à découvrir l'autre, mais que l'autre aussi se pose des questions à mon sujet. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais moi je ne l'avais pas réalisé à ce point. Là, ce sont les Bajau qui vraiment nous regardaient avec des grands yeux en nous disant, mais c'est qui? C'est qui ces gens-là? On est prêt à écouter les autres réactions, hein, toujours, oui. Merci, Sophia. Les déplacements. Merci pour vos deux récits. Je les prends comme autant de paraboles de la mission. Avec ces démarches que vous racontez chacune à sa manière, dans des contextes différents. Un premier temps, vivre avec, être avec. C'est énorme, avec ce que ça suppose. Un deuxième temps, trouver des chemins de dialogue. Regarder, se laisser regarder. Ne pas venir d'en haut. Très intéressant. Et puis partir avec une espérance, arriver et partir. Partir avec une question. Les pygmées n'ont plus leur forêt. C'est incroyable. Chez vous, c'est en Asie, vos amis sont dans des conflits durs, interreligieux, dans les problèmes de drogue. Et garder l'espérance. Aussi une mission qui change. Permettez-moi de faire mémoire de vos deux sœurs qui étaient au Sénégal oriental chez les Bédiques, Morissa et Thérèse, qui ont fait exactement la même démarche, de longues années avec, des chemins de dialogue et de propositions d'évangile tout humbles, et puis partir, avec un peuple qui maintenant est obligé de quitter les montagnes, qu'on oblige un peu de descendre des montagnes, parce que les dispensaires sont en bas, les écoles sont en bas. Aussi, peut-on être bédique quand on n'est plus dans la montagne? Même question, même espérance. En tout cas, merci pour vos deux récits d'aujourd'hui. Merci, Père Gérard. Merci à vous deux. Et je voudrais simplement revenir sur une chose que j'ai notée dans le topo de Agnès. Si tu peux te présenter, excuse-moi. Pardon, je m'appelle Denise. Je fais partie de la fraternité, je suis maman et j'ai des petits-enfants, etc. Voilà. Dans ce que tu as dit, il y a une chose que j'ai notée à un moment, parce que je le vis par expérience dans ma vie de famille. C'est ça qui m'a fait un petit peu tilter. Il y a un moment, tu as dit que vous étiez deux pour faire quelque chose et que vous étiez du même avis. Vous essayez, je ne sais pas si à un moment, si tu te souviens où tu as dit ça, il faut essayer quand on est deux d'être du même avis quand on est en face de personnes. Et ce n'est pas une chose facile du tout à faire pour tout le monde. Et je viens de vivre bêtement cette expérience avec mon mari. On a eu 3 petits-enfants mercredi dernier. Et je démarre beaucoup plus vite que mon mari, qui est plus posé. Et il se passait quelque chose. Et j'ai dit quelque chose rapidement. J'ai dit non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Et lui avait dit avant autre chose. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte que si on n'arrivera jamais, si on n'est pas toujours du même avis. Mais j'étais pas d'accord parce que c'est pas du même avis. Et il a fallu que je me taise. C'est tout. Et je pense quand tu as dit ça, ça a relevé ça pour moi parce que c'est pas toujours facile quand on est ensemble. On a des opinions différentes, on sait des choses différentes et on doit se taire pour être du même avis. Voilà, là vraiment ça m'a un petit peu interpellée. Voilà, c'est tout. Merci. Je voudrais peut-être un petit peu répondre à ce point qui est très, très important, effectivement.
lorsqu'on est à Mindanao, à Iligan, on a l'impression d'avancer sur un terrain miné. Ça veut dire que très vite, on apprend à mesurer nos paroles et nos actes. Parce que le ressenti de la personne en face peut être divers et on ne le comprend pas forcément. Donc, ça nous oblige, mais on apprend à maîtriser un petit peu les réactions spontanées, du tic au tac. Et on apprend, mais c'est parfois extrêmement douloureux, à passer par la raison, par un examen que l'on fait en communauté de tous les mouvements affectifs, je dirais. Hein. Vous avez senti ma voix que voilà, le cœur est fortement impliqué dans la mission et je crois qu'il le faut. Mais en même temps, on réfléchit en communauté comment on va faire et on essaye avant de poser un acte ou de prendre une décision, même simplement une réunion, de voir en communauté comment on va faire. Même s'il y a toujours des imprévus et on les accueille. Hein, mais oui, et je pense que les Bajau ont essayé effectivement en communauté, nous avons été 3, nous avons été 4. Ils ont un petit peu essayé de jouer l'une contre l'autre. Hein. Si ça ne marche pas avec l'une, ça va peut-être marcher avec l'autre. Ça n'a pas été possible. Et quelque part, ça les a aussi rassurés finalement. Hein, le fait qu'il n'y a qu'une seule parole. Voilà. Mais qu'on peut s'appuyer sur l'une et sur l'autre. Mais dans ce travail, je dirais aussi que les téléphones portables jouent un grand rôle. C'est un véritable outil de la mission tel que je ne l'avais jamais imaginé personnellement avant. Ça veut dire que lorsque l'une va en ville, l'autre qui vit autre chose dans le quartier et l'autre qui est à la maison, on se communique. Voilà, je suis partie aller à la banque par exemple, on va me téléphoner, passe à l'hôpital parce qu'il y a un problème, et de l'hôpital je vais filer à la mairie. Et tout doit se faire, c'est dans différents domaines, mais pour le bien de la mission, parce que nous sommes tous au courant de tout. Vous avez entendu, voilà, je suis plus dans la santé, mais je suis loin d'être cantonnée à la santé. D'autres sont plus dans l'éducation, mais elles sont loin d'être cantonnées à l'éducation. On fait vraiment un. Et je pense que cette unité dans le travail avec les Bajau a quelque chose de fort et qui nous a permis d'avancer. Jean-François Coquerel, donc Stanislas, paroisse Fontenay-aux-Roses au sud de Paris, depuis 6 semaines simplement. J'ai beaucoup aimé vos témoignages extrêmement, disons que j'étais très sensible à vos envois en mission dans un dépouillement évangélique, qui a été préparé et qui continue de porter cette mission et les fruits de cette mission. Et je me faisais la réflexion pour avoir connu Monseigneur Lambert Van Haegen, qui est un Hollandais, donc sur le diocèse de Douai, où j'ai travaillé aussi comme enseignant. C'est un homme d'affaires. Je me souviens avoir été choqué quand il est venu à l'aéroport me chercher en Mercedes, bien qu'il s'en défendait que c'était une Mercedes d'occasion. Bon, enfin, c'est un peu choquant quand on est tout jeune prof, bref. Mais je parle de l'aspect matériel. Heureusement que vous gardez votre charisme missionnaire, votre spiritualité, votre enracinement en Jésus qui s'est fait pauvre et dont vous voulez donner témoignage de par votre vie. Et je me demande, est-ce que vous n'avez pas, parfois, eu la tentation de vous laisser, je ne veux pas dire embobiner, le pauvre Père Lambert, il était tellement heureux de venir avec des péniches depuis la Hollande pour développer, c'est sûr, dans ses missions à travers la brousse et construire et donner un témoignage aussi un peu matériel par rapport aux gens. Est-ce que ça, parfois, il n'y a pas eu cette déformation un petit peu, puis ça donne envie aux gens de dire, mais bon, on peut avoir de l'argent, on peut demander aux gens de l'argent, quémander, etc. Comment vous avez réussi à trouver un juste milieu par votre spiritualité, par votre charisme, pour ne pas vous laisser influencer par tout ce matérialisme européen aussi,
Voilà, et moi c'est aussi par les sciences, par tout ce qu'on donne, on dit voilà, on n'est pas grand-chose. Et l'esprit aidant, c'est lui qui est l'acteur principal de la mission. En tout cas, merci encore, j'étais très touché par vos témoignages. Merci. Oui, juste une petite chose. Parfois, on est un petit peu poussé. On va nous dire, par exemple, de façon très concrète aux Philippines, mais pourquoi vous n'avez pas de voiture? Ça serait tellement plus simple, franchement. Aller chercher les enfants, les amener à l'école, ça supprime les bagarres, ça supprime tous les enfants sont à l'école, machin. Ça serait bien quand même. Jusqu'à présent, on a tenu bon en disant non. Non. D'abord parce qu'on est dans la rue, et j'avais été très, excusez-moi, mais très fière, le jour où j'ai entendu une sœur raconter qu'il y avait quelqu'un qui se plaignait que les sœurs spirituelles, on ne sait jamais où les trouver, et la sœur a répondu, bah si, c'est facile, elles sont dans la rue. J'avais été très fière de la réponse, c'est tout à fait ça. Et l'évêque nous a encouragés à ça. Si on est dans une voiture, on n'est plus dans la rue. On n'est plus avec. Voilà. Donc mais c'est vrai que c'est des tentations. Alors on se pose des questions, peut-être quand même, ça rendrait drôlement service. Hein. Oui, mais on perdrait, à mon avis, voilà, quelque chose. Mais par contre, voilà, le téléphone, c'est vrai que j'ai appris à m'en servir aux Philippines, hein, vraiment. Oui. Oui, attends, tout de suite après pour Maria, je voudrais juste dire que nous étions 3 lorsque nous sommes partis en 2012 à Iligan. Il y a Sœur Monica qui faisait partie de l'équipe, qui n'est pas restée longtemps parce qu'elle a été appelée à un service autre, puisqu'elle a été choisie comme supérieure générale au chapitre de 2013, mais qui a fait partie de ces moments douloureux de l'arrivée. Et puis il y a Joséphine qui aurait dû faire cette intervention à ma place, mais qui n'a pas pu être là à cause du problème de visa. Je voulais juste signaler ça. Maria. Le micro. Ah, pardon. Alors après. Ah oui, d'accord. Donc le père Albert Perrier, j'ai passé là, depuis donc, 2018 à 2021, donc 13 ans à Bruxelles, auprès donc de l'AFGN et du frère Christian Roberti, qui est un entre guillemets, activisme de justice et paix, de Vivat. Alors toutes ces questions justement du rapport de l'Afrique ou de l'Amérique latine à la terre, avec les populations donc locales. Vous avez dit qu'il y a une communauté donc Baka, hein, qui ont une terre reconnue pour eux. On insiste beaucoup aussi sur le fait qu'en Amazonie, on doit reconnaître la terre des populations, des peuples indigènes. Alors, comment cela se traduit actuellement dans ces échanges qui sont possibles pour s'entraider à vraiment, comme dit le pape dans sa chère Amazonie, hein, à soutenir ces populations dans cette autre dimension qui se crée maintenant de la défense des terres qui appartiennent à des populations qui sont complètement donc intégrées à leur être profond. Comment Laudato Si, autrement dit, est reçu par nous dans nos perspectives missionnaires aujourd'hui. Merci. Donc, je vais commencer par la question qui était avant. Donc, quand j'ai commencé le témoignage, j'ai expliqué que j'étais au Bosquet comme stagiaire. Donc, le projet Pygmée, au moment où j'étais au Bosquet, le projet Pygmée s'était transformé en APEC et Monseigneur Lambert n'était plus à l'intérieur parce que voilà, c'était d'autres personnes, mais c'est un projet qui s'est mal soldé parce que après il y a eu un coordinateur qui a fini en prison. Donc, je pense pour la mission, il faut ce qu'il faut pour la mission, mais on n'est pas des ONG. Et nous insistons que la vie soit faite en communauté, les projets, que ce soit les projets de communauté et de tout le monde, pour qu'on puisse ensemble évaluer ce dont nous avons vraiment besoin pour la mission et que même si je pars de cette mission-là, que la mission continue. Et on ne va pas... Ce qui s'est passé avant nous, s'est passé.
Mais aujourd'hui, on va créer d'autres expériences et nous sommes en train d'insister pour que les projets soient des projets des districts, des projets des communautés, des projets de la communication. Comme ça, à partir du moment où un projet arrive au conseil général, il faut que le conseil général et le conseil regardent est-ce que ce projet correspond à notre charisme? Est-ce que nous aurons du personnel plus tard pour assumer ce projet? Est-ce que ça va? C'est pas exagéré. Je pense qu'on voit ces choses-là avant de dire oui, il y a un projet. Parce que nous ne sommes pas une ONG où on va ancrer dans les lobbying ou parce qu'on fait la promotion de telles problématiques dans le monde. On entre à l'intérieur pour lever les fonds. Je ne pense pas ça, non. Nous sommes dans un charisme et si les évêques nous appellent, si ça répond à notre charisme, nous répondons à la mission et nous essayons de rester spirituels. Et ça nous aidera. Merci. Bon, les problèmes des terres. Les peuples autochtones ne sont pas les propriétaires des terres, malheureusement. Au Cameroun, c'est beaucoup le cas des Pyrénées, comme j'ai dit, qu'il y a plusieurs groupements de Pyrénées. Il y a un groupement de Pyrénées au sud du Cameroun et plusieurs groupements au sud, plusieurs groupements à l'est. Et c'est des peuples qui n'ont pas de terre. Pour commencer, on dit toutes les terres appartiennent à l'État. Il faut avoir un titre foncier, tu ne peux pas avoir un titre foncier. Donc le gouvernement camerounais a fait les communes forestières. Donc chaque village pouvait montrer ses limites et le gouvernement savait que cette communauté appartient à tel village. C'est un travail qui s'est fait en 2009. Et quand ils sont arrivés au Bosquet, ils ont reconnu cette forêt parce que la forêt n'appartenait pas au village avant le Bosquet qui est Néméon, ni au village qui est après. Donc il y a eu des preuves que la forêt avait été donnée à Marie Albéric en ce moment-là. Et c'est pour cela que cette forêt est reconnue pour appartient aux Pygmées. Mais c'est un exemple qui est exceptionnel. Mais ça ne va pas de soi que les populations autochtones aient accès à des terres. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça. Pourtant, ils sont dans la forêt depuis longtemps. Merci, ça va nous aider. Bon, j'avais la tentation de ne plus rien dire. Parce que avec ton intervention, la dernière, tu avais dit certaines choses que je voulais dire. Mais puisque je suis debout, je dis quelque chose. Bon, je m'appelle Maria Spiritel. Il y a quelque chose qui m'a touché dans les deux présentations et qui est très fort et qui me semble très très important et urgent. D'abord, c'est pas seulement l'accueil reçu, mais la manière d'agir en arrivant dans une mission. Bon, il est nécessaire de s'enseigner, de renseigner ou bien s'enseigner de ce qui se passe dans le pays, d'avoir l'histoire. Et je sais que pour les Philippines, il y avait beaucoup d'études faites. Pour le Bosquet, bon, je ne sais pas quelles études qui étaient faites selon l'histoire bien présentée. Je sais que vous avez dit que Maria Albéric était allée et puis bon, elle est revenue voir la congrégation, dire ce qu'elle a trouvé et ce qu'elle avait désiré. Mais elle avait trouvé des choses sur place et puis elle a eu la sagesse de pouvoir voir encore avec les autres comment faire et travailler ensemble. Bon, ça c'est très important. Je dis ça parce que nous avons tous des différentes tendances d'action quand on va en mission. Et je sais que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui
à cause de vouloir faire mes choses. Des missions deviennent ma mission. J'ai des idées qui sont très bonnes, mais peut-être pas partagées et puis pas étudiées. Et aussi, peut-être d'autres intentions comme vouloir se faire reconnaître, et puis pourquoi il faut aussi, bon, vouloir être, comment on dit, se réaliser personnellement dans une œuvre. Bon, je trouve que ça peut être des choses très bonnes, mais selon votre présentation, je trouve que, étant que spiritaine ou bien missionnaire, ce que vous avez présenté là aux gens est nécessaire, selon les échos que nous avons besoin d'étudier bien des insertions, c'est insertions qu'on dit, bon. Et puis aussi, bon, les personnels qu'on envoie, de voir aussi la compatibilité, parce que c'est nécessaire dans notre mission. Très souvent, ce qui nous tue, c'est comme nous tous, nous avons nos idées et nous ne pouvons pas travailler ensemble. Nous ne pouvons pas avoir la même idée dans le même travail. Et surtout quand le travail devient la tienne, tu ne vois pas beaucoup quelqu'un dire quelque chose, même poser des questions sur ce travail. C'est un danger très grave, je trouve. Donc, j'apprécie cet appui que tu as donné, surtout au niveau de Honorine. Tu avais donné beaucoup d'insistance sur cela, et puis c'est très très important et très urgent, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes là aujourd'hui. Bon, et je trouve très formidable aussi au niveau de chez les Philippines, ce que vous avez arrivé de faire, c'est vraiment louable. De pouvoir coordonner ensemble, même si vous êtes dans des autres coins de travail. C'est très important, parce que très souvent, on oublie que notre mission, c'est à nous, dans la même communauté, et que même si je suis dans une autre, que tu es dans une autre, que c'est la même, et que ça vient de même source, et qu'on doit partager et décider de quoi faire ensemble. Merci beaucoup. Je me prendre plus de temps. Merci. Très bien. Hein? Je vais récupérer le micro parce qu'il est 12h30. Voilà. Alors, vraiment encore merci à Sœur Honorine et à Sœur Agnès. On peut encore les applaudir. Voilà, alors maintenant c'est la pause déjeuner, c'est le déjeuner, on a envie de manger, on a faim, ça gargouille. Et dans l'après-midi, on va continuer avec l'exposé de Géraméen, voilà. Alors qui va nous parler de l'ouverture à l'altérité et la diversité culturelle. Donc soyons bien à l'heure pour qu'à 14h30, on continue. Voilà.